Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Hébreux aimants, nous sommes en Bretagne, je suis irlandaise, alors pourquoi je commence mon discours en maori, la langue de la Nouvelle-Zélande? Je vais ce soir vous parler des langues. Des langues et des images. Je parle surtout des langues minorisées, le te reo maori, la langue maori, et puis l'irlandais, la langue gaélique d'Irlande, parce que c'est dans mon expérience. Dans les deux cas, il s'agit des langues minorisées, des langues qui, après l'histoire, sont maintenant parlées d'assez peu de personnes, mais qui restent toujours très importants pour l'identité et pour la culture. J'ai choisi cette image pour commencer parce que c'est un petit peu choquante et puis elle montre aussi la relation parfois douloureuse que les gens peuvent avoir avec une langue qu'ils ne parlent pas et qu'ils sont censés maîtriser. Et c'est souvent le cas dans les situations de perte de transmission intergénérationnelle où, par exemple, les parents, les grands-parents n'avaient pas transmis leur langue aux petits. Et pourquoi l'Irlande et la Nouvelle-Zélande? Ce sont deux pays avec des populations plus ou moins de la même largeur, bon, si on peut dire ça, 4,5 millions ou 6 habitants. Dans les deux pays qui se trouvent chacun à l'autre hémisphère par rapport à l'autre, j'ai trouvé quand même quelques parallèles. Il y a bien sûr beaucoup de différences, mais pour ce soir, je vais parler plutôt je vais commencer avec ce qu'ils ont en commun. Ce sont des îles. Ils ont tous les deux une culture orale très forte. Et une musique traditionnelle qui est très présente aussi. Tous les deux pays ont connu la colonisation et ont justement, comme je disais tout à l'heure, des relations un peu bizarres avec leur langue minorisée. J'aimerais vous poser une question avant de commencer dans la partie langue. Et la question est la suivante. Vous souvenez-vous de vos premiers mots ? Ou des premiers mots de vos petits frères, sœurs, vos enfants éventuellement. Souvent, il s'agit des mots pour maman, papa. Souvent, les premiers mots, ce sont les mots relationnels. Nous, les êtres humains, on est des êtres relationnels. Et c'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut considérer les langues. Chaque langue est une tentative de communiquer, de s'exprimer, d'aller vers l'autre. On essaie de comprendre l'autre tout en se rendant compte que c'est jamais tout à fait possible 100%. Il reste toujours quelque chose de mystérieux chez l'autre, même si on parle la même langue. Pour illustrer ce propos, j'aimerais vous montrer. J'ai plus de main, je fais comme ça. En français, on peut très bien dire, je vous ai montré deux diapos. En English, no way. In English, you have to have your hand the other way around. Et pourquoi? Un geste qui est tout à fait innocent en français, en anglais, ça peut être considéré comme offensif. Et pourquoi? Les gestes même sont différents. En anglais, en français, je veux dire salut à quelqu'un, je peux faire comme ça, mais pas en grec. En Grèce, il faut plutôt faire comme ça, sinon on risque de ne pas passer pour un ami, plutôt l'inverse. Tout ça pour dire que les langues, les gestes, les cultures sont différentes, vous le saviez déjà. Mais juste pour souligner, même maintenant, au XXIe siècle, dans les pays développés, Nouvelle-Zélande, Irlande, il reste quand même les particularités de culture. Maintenant, je veux vous montrer, je n'ai pas expliqué le dernier dicton. Ce sont deux dictons irlandais et maori qui parlent de l'interdépendance des gens, de l'être humain. Là, on voit He aha te mea nui o te au, he tangata, he tangata, he tangata. Ça veut dire
qu'est-ce qui est la plus importante au monde ou dans la création? Et c'est l'être humain. Et je reviens à l'être humain. On est fait pour se parler, on est fait pour essayer de se comprendre, d'aller vers l'autre. Bien sûr, on n'est peut-être pas seul. On est très petit quand on voit l'univers énorme. Il y a une diversité infinie de cultures, de langues dans le monde, peut-être plus loin que le monde, on ne sait pas encore. On peut bien se demander, mais à quoi ça peut servir de parler une langue minorisée dans ce contexte-là? Si on veut communiquer, si on veut se comprendre, ne serait-il mieux de parler tous la même langue? Mais non, mais non. Parfois, c'est difficile de parler une langue étrangère. Je suis la preuve. Et aussi, il faut avouer que pour chaque culture, pour chaque façon de penser, pour chaque société, culture, ils ont leur propre manière de parler et de montrer leurs histoires, de raconter une histoire qui est propre à eux. Et je devrais dire histoire au pluriel. Aussi parce que parfois la langue minorisée ou n'importe quelle langue, c'est la langue naturelle pour la personne qui la parle. Ce n'est pas pour des raisons politiques, c'est juste parce que c'est la langue naturelle. La citation là vient d'un penseur maori qui dit qu'il fait ça, et il ne parle pas le maori juste pour faire comme si, mais il le fait parce que c'est la manière dont l'univers prend voix en lui. C'est une jolie manière de dire. Maintenant, quelque chose d'autre. On va regarder un peu le point de départ, qui, dans le cas de beaucoup de langues indigènes, il s'agit de parler de la terre ou d'un lieu spécifique. Maintenant, on va s'apprêter à partir en voyage. On a le passeport prêt. On voit que dans les deux pays, Nouvelle-Zélande et Irlande, la langue minorisée a quand même un statut officiel. Tous les documents officiaux ont quand même la version bilingue. Maintenant, pour notre voyage, on commence en Irlande. On va se demander où aller. Si jamais vous allez en Irlande, il faut toujours se méfier un petit peu des panneaux de signalisation. Ce n'est pas toujours vrai. Mais ils ont l'avantage d'être bilingues. Alors, comme ça, vous ne pouvez pas vous perdre. Maintenant, on va faire un petit pas vers la Nouvelle-Zélande pour montrer que même si la langue a un statut officiel, quelque chose que la langue anglaise n'a pas là-bas, dans la vie quotidienne, ça reste une langue un peu invisible. Alors pour notre voyage, on va essayer de voir dans quelle manière une langue minorisée peut devenir visible ou dans quelle manière quelqu'un qui vient d'une société, une communauté qui n'est pas super bien représentée à l'échelle nationale peut se représenter, peut s'exprimer et peut se faire comprendre par d'autres personnes, les non-locuteurs par exemple. Notre voyage commence. Comme vous faites pratiquement tous les jours, ceux d'entre vous qui sont conducteurs, il faut toujours regarder dans le rétroviseur avant d'avancer, avant de prendre des virages. Et je trouvais que c'était une bonne image pour parler de notre aventure culturelle, linguistique, parce que ça montre que même si on avance, c'est toujours avec une idée du passé. Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Qu'est-ce qu'on va vivre bientôt? Et l'image est aussi intéressante parce que ça montre que souvent, ce qu'on voit n'est pas la réalité, mais juste une réflexion. Et peut-être que c'est une réflexion qu'on voit à travers, ou peut-être que, comme c'était le cas avec moi, le rétroviseur s'est cassé suite à une manœuvre pas bien réussie. Dans tous les cas, je veux dire que notre appréhension de la réalité d'une culture, d'une langue, souvent se traduit par un écran, par un miroir ou par exemple, les médias. Et c'est par rapport aux médias que j'aimerais vous parler maintenant dans le contexte des langues et les images des cultures portées par ces langues. Pendant très longtemps, en Irlande comme en Nouvelle-Zélande,
dans les communautés irlandophones et maoris, il y avait un petit problème de représentation sur l'écran, surtout les grands écrans cinématiques ou même les petits écrans de télévision. Et le problème était la suivante, que les images qu'on voyait n'étaient pas des images faites par le public, c'était plutôt des images importées. La citation que vous voyez là sont les propos d'un réalisateur irlandais qui s'appelle Kieran O'Coffey. Et pour lui, le problème, c'était qu'il y avait beaucoup de gens à l'extérieur, à l'étranger, qui nous regardaient un peu sous microscope, mais il n'y avait jamais sur nos écrans notre point de vue pour regarder le monde ou avoir un regard vers l'extérieur. Alors, pour essayer de combler ce manque, et avec l'évolution de la technologie numérique, ça a beaucoup avancé. Mais déjà, il y avait des premiers pas pris par... D'abord, je voulais vous montrer quelques exemples de ce problème-là. Alors, mes exemples sont à gauche pour l'Irlande. C'est une vision assez américaine d'une partie de l'histoire irlandaise. Et à droite, on voit The Piano. C'est un film ce n'est pas un film hollywoodien, mais ça reste quand même un film avec une perspective, blanche, une perspective pas maori, qui montre les personnages maoris, la culture maori, un peu comme toile de fond exotique. Dans le film Far and Away, qui parle un peu de l'émigration irlandaise suite à la grande famine milieu du 19e siècle, qui a d'ailleurs provoqué la perte de la langue en grande partie. Ici, on voit, il y a Tom Cruise et Nicole Kidman qui vont jouer les rôles principaux, qui sont censés être irlandais. Je peux vous dire que leurs accents n'étaient pas au rendez-vous. Mais moi, je ne peux rien dire parce que je sais que mon accent français n'est pas... Voilà. Mais je ne fais pas semblant d'être française. C'est-à-dire que pendant longtemps, ces deux films-là viennent des années 90, mais bien avant, il y avait aussi des problèmes de représentation par les gens d'extérieur. Et les gens à l'intérieur n'avaient pas souvent les moyens pour se représenter. Tout ça commençait à changer les années 70, parce qu'il y avait un peu accès un peu plus facile à la technologie des caméras pour les gens qui parlaient les langues minorisées. Alors on voit sur le côté gauche Poteen, un film de Bob Quinn en Irlande. C'est un film qui, au lieu de montrer les beaux paysages que je vous ai montrés tout à l'heure, il montre des gens un peu méchants, enivrés, qui sont très l'opposé de bons voisins. Il joue un petit peu avec les stéréotypes, mais ça reste très très local comme film, comme vision. C'est vraiment censé être pour les gens qui vivent ce genre de vie ou qui connaissent des voisins comme ça. À l'autre côté, on voit Ngati. C'est un des premiers films, un des premiers longs métrages maori, partiellement en langue anglaise, mais fait par un directeur maori, Barry Barclay, et qui pouvait... c'était le premier film où Barry Barclay vraiment montrait ce qui pouvait être une autre approche à la production. Parce que ce n'est pas seulement les images finales qu'on voit sur l'écran, mais aussi le processus de production qui peut être différent. J'ai parlé là vite fait des années 70. Les années 80 et les années 2000, il y avait quelque chose de très important qui s'est passé. C'est qu'après 30 ans de lutte dans les deux pays, et aussi un parallèle assez inattendu, mais très bienvenu, il y avait une chaîne de télévision nationale créée pour diffuser tout le pays en langue minorisée nationale. On voit TG4 en Irlande et Maori Television pour la Nouvelle-Zélande. Dans les deux cas, ça a pris, comme je disais, 3 décennies de lutte parce qu'il y avait beaucoup de gens, même dans le pays, qui étaient contre. Une fois commencé, les chaînes ont connu un succès énorme parce qu'avec de plus en plus d'émissions importées des États-Unis et d'Angleterre, parce qu'il s'agit des pays anglophones, Maori TV, TG4 étaient presque les seules chaînes qui faisaient vraiment beaucoup de productions
sur place ou production maison, si vous voulez. Ce ne sont pas les seules chaînes de ce genre-là dans le monde, et là, c'est vraiment juste un petit échantillon. Si je parle à la fois du cinéma et de la télévision, c'est parce que pour les langues minorisées, en fait, l'évolution des images publiques passe par les deux. Le travail de Bob Quinn et Barry Barclay au cinéma a réussi à convaincre les gens que ça valait la peine d'avoir une chaîne de télévision. Maintenant, les chaînes de télévision nous montrent que il y a de nouveaux talents qui arrivent. C'est un peu un vivier pour créer d'autres films ou courts-métrages ou longs-métrages. J'aimerais vous parler de Barry Barclay un petit peu plus de détails. Il est mort maintenant, mais j'ai eu le privilège de le rencontrer quand j'étais en Nouvelle-Zélande. J'y ai passé 3 ans pour mes études. Et une des idées de Barry Barclay qui est vraiment intéressant, c'est l'idée de talking in ou talking out. C'est un peu le parallèle de l'idée de Ciarán Ó Cofaigh tout à l'heure, l'idée de regard de l'extérieur ou regard vers l'extérieur. Ici, Barry Barclay a l'idée que parfois, nous, on fait des films, on fait des émissions avec l'idée que le public sera des nôtres, que le public va tout comprendre. Parfois, on fait des films avec l'idée, et ça c'est l'idée de talking out, que le public ne va rien comprendre, il faut tout expliquer. Parfois avec des sous-titres, parfois avec un personnage qui vient de l'extérieur, qui va dire « Mais tiens, pourquoi vous faites comme ça ?» Et l'autre personnage va tout expliquer. Talking in, c'est parce qu'on parle à quelqu'un qu'on connaît, qui connaît la situation. Talking out, c'est vraiment quelque chose qui est destiné à un grand public mondial. Il faut dire que la mondialisation n'est pas en soi quelque chose de mauvais pour les langues minorisées. Parce que, comme je disais, avec le numérique et l'accès, maintenant, on a la possibilité d'atteindre un public beaucoup plus vaste. Suite, et je ne vais pas entrer dans tous les détails là, suite aux idées de Barry Barclay, il y a des idées. Les idées ont suscité ou ont provoqué chez les jeunes, la nouvelle génération de producteurs-réalisateurs en Nouvelle-Zélande, ces 6 principes-là qui montrent comment approcher une production d'une manière différente. Comment montrer du respect pour la culture, les traditions, la langue, et comment mieux faire en sorte que le public soit impliqué dans le film. Il y a moins de distinction entre réalisateur et public. Et tout le monde peut participer si vous voulez. Je veux parler de 2 exemples avant de terminer. Un exemple, c'est le film The Strength of Water. Je pense que c'est un film qui fait un peu de talking in, mais qui est quand même compréhensible par un public extérieur. Ce film-là, vous voyez, il y a des jeunes jumeaux, frères et sœurs. Pendant tout le film, ils sont ensemble, très complices. Vers la fin du film, on comprend qu'en fait, la sœur est morte, et depuis le début. Mais pour le frère, elle est toujours là. Pour le frère, elle est toujours vivante. C'est un petit peu comme la langue minorisée, qui n'est pas vue, pas entendue par les autres, mais elle est quand même là et elle agit sur son environnement. La différence entre ce film et d'autres films européens, par exemple, qui peuvent utiliser la même astuce, c'est que pour tous les personnages, c'est tout à fait normal qu'elle ait été morte dès le début et qu'on la voit quand même. C'est normal, ça ne fait pas peur, ça fait partie de la vie. L'autre exemple que je voulais vous en parler, c'est un film irlandais qui s'appelle Silence. Ça montre un peu comment l'être humain peut avoir une relation avec le paysage dans lequel il se trouve. Ici, on voit les beaux paysages vides d'Irlande, vides à cause de l'histoire. Et l'histoire de Silence, c'est un preneur de son qui va dans les endroits où il n'y a personne pour essayer de prendre des sons du silence. Et c'est sur cela
que j'aimerais terminer, c'est le silence que vous allez voir. The first note comes out of silence. And the last note, when you finish the song, falls back away down into silence again. And they say that no matter how many tunes you play, no matter how many songs you sing, there's no cure for silence. Il dit, au début et à la fin de toutes les chansons, il y a le silence. On peut parler, parler, parler. On peut chanter, chanter, chanter. Mais avant et après, il y a toujours le silence. Quand une langue n'est plus parlée, on peut dire que c'est le silence. Quand on voit plus d'images, plus de représentations, plus d'expressions d'une langue ou d'une culture, on peut dire que c'est le silence. Cela ne nous fait pas peur. On est entouré par le silence. C'est notre ambiance, c'est notre environnement. On ne va jamais cesser d'essayer de communiquer quand même. On ne va jamais cesser de créer des images, de les montrer, de continuer à parler, tout en respectant le silence qui nous enveloppe. Merci.